Et donc, le droit international économique, comme je viens de le dire, ne connaît pas cette notion de hiérarchie entre les sources du droit international. Euh, donc, quand on dit que les conventions internationales euh, ont été les premières qui ont été citées par l'article 38 de la CIJ, du statut de la Cour internationale de justice, ça ne veut pas dire que c'est une source première, pas du tout. Ça veut juste, et donc, à partir du moment où il n'y a pas de supériorité, euh, les conventions internationales ne sont pas hiérarchiquement supérieures à la coutume, aux principes généraux de droit, à l'action latérale, etc. Là, par contre, quand vous feuilleterez, là, je vous avais invité la fois passée à lire la Convention de Vienne sur le droit de traité. Quand vous allez à l'article 53 de cette convention, elle prévoit quand même que dans cet article, que les traités font partie de ce qu'on appelle le jus cogens. Alors, qu'est-ce que c'est que le jus cogens? Le jus cogens, c'est un concept que vous allez souvent voir en droit international, aussi en droit international économique. C'est un ensemble de normes impératifs du droit international général. Alors, euh, tout traité qui est en conflit avec une norme impérative du droit international général, euh, tout traité qui est en conflit avec une norme du jus cogens est un traité nul. Euh, Alors justement, l'article 53 nous explique un petit peu qu'une norme impérative du droit international est une norme acceptée et c'est une norme aussi qui est reconnue par la communauté internationale des États. Certes, on ne connaît pas en gros le contenu de ces normes, euh, mais en fait, ce sont des valeurs, ce sont ce sont des normes qui ont une autorité morale qui est supérieure et qui est internationalement reconnue. Alors, parmi les normes du jusqu'au JAS, l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction des violences extrêmes, l'interdiction du génocide, etc. Voilà, donc, un peu, donc si vous voulez, pour avoir plus de détails, en fait, je vous avais invité à lire la Convention de Vienne sur le droit de traité. Là, par contre, il faut savoir qu'il y a des États qui n'ont toujours pas ratifié la Convention de Vienne sur le droit de traité, par exemple les États-Unis. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Par exemple, les États-Unis, la France sont des États qui n'ont toujours pas ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités. Maintenant, un traité, on sait comment il prend forme, les procédures de conclusion d'un traité. Euh, 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 mais parfois, un traité, on va le voir, certains traités prennent fin par des systèmes de dénonciation. Ils prennent fin aussi par une procédure d'extinction, d'expiration. Par exemple, chaque traité, il dispose d'une clause, ce qu'ils appellent les clauses de dénonciation. Euh, et on ne dénonce pas un traité du jour au lendemain, il faut toujours prévoir une période de préavis, enfin une période de notification. Ça veut dire un peu une période de préavis avant de mettre fin au traité. Donc, il faut notifier la volonté souveraine de l'État de se retirer du traité, de dénoncer le traité. Et cette ça dépend de chaque traité. Certains traités, parfois, ils peuvent prévoir la période de notification jusqu'à plus de 15 ans. Donc, ça dépend de chaque régime des traités. Alors, parfois, certains traités vont prendre fin, rebus sic stantibus, qui veut dire que les choses demeurent en l'état. Les règles d'un traité, elles sont applicables
pour autant que les circonstances qui ont amené à la conclusion de ce traité restent en l'état. Par exemple, c'est le cas quand il y a vraiment un changement structurel, un changement fondamental des circonstances. Un changement fondamental, structurel, l'existence d'un conflit armé. L'existence d'un conflit armé et va mettre fin à des traités, par exemple, de libre-échange, des traités de commerce internationaux, des traités d'investissement, etc. Donc ça, c'est un changement substantiel, conséquent. Voilà, donc parfois il y a l'idée de la dénonciation, comme par exemple la dénonciation des TBI par la Bolivie, les traités bilatéraux d'investissement par la Bolivie, par l'Équateur, par un certain nombre de pays latino-américains. Pourquoi? Parce que ces traités bilatéraux comportaient une clause compromissoire et que cette clause compromissoire prévoyait qu'en cas de différend relatif à l'investissement, le traité, le TBI, renvoyait en fait à la juridiction du CIRDI, le règlement du différend du CIRDI, plutôt pas une juridiction, parce que c'est un tribunal arbitral. Donc, il renvoyait au contentieux CIRDI. C'est un centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement qui est rattaché à la Banque mondiale. Et donc, ce centre-là, ce tribunal arbitral a été à un certain moment, à partir de 2007-2009, très critiqué par les pays latino-américains qui ont statistiquement démontré que les pays latino-américains n'ont jamais gagné aucune affaire devant une firme multinationale, une affaire qui est exposée au CIRDI. D'où la dénonciation des traités bilatéraux par ces États qui comportaient des clauses CIRDI, c'est-à-dire des clauses qui comportaient des clauses de règlement des différends relatifs à l'investissement qui renvoyaient au CIRDI pour règlement des différends. Donc, pour dénoncer, la Convention de Washington prévoit que, en fait, ça dépendra des termes de dénonciation et des périodes de notification de chaque TPI. Quand on renvoie la Convention de Vienne, c'est 6 mois, il faut notifier. La Convention d'ailleurs de Washington elle-même, qui donne naissance au CIRDI, elle prévoit une période de notification de 6 mois. Donc l'État qui veut dénoncer doit notifier à l'État avec qui il avait conclu préalablement un traité que sa dénonciation prendra cours à partir de 6 mois. Et donc le traité prendra fin après une période de notification de 6 mois à la Banque mondiale. Et à partir de ce moment-là, le CIRDI n'est plus apte à régler les différends relatifs à l'investissement entre ces deux États qui étaient préalablement engagés dans un TBI. Ça peut être aussi le cas des TMI, les traités multilatéraux d'investissement, qui comportent aussi également parfois des clauses compromissoires, comme la clause CIRDI ou la clause CNUTSI. Donc, c'est des clauses qui renvoient vers des tribunaux arbitraux, des règlements alternatifs spéciaux. Alors, deuxième source, aujourd'hui nous allons voir la deuxième source qui est la coutume internationale, la coutume économique internationale. Ce qu'il faut, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coutume internationale, elle est composée de deux éléments, pardon, excusez-moi. La coutume internationale, elle est composée de deux éléments. Alors, un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel, c'est la pratique répétitive des États. C'est une pratique répétitive des États. Et donc, quand je dis pratique répétitive des États, je dis bien les États, je ne dis pas les acteurs internationaux. Une pratique répétitive d'une ONG n'est pas constitutive de coutume. Une pratique répétitive des individus acteurs internationaux n'est pas constitutive de coutume. Donc, on précise bien qu'il s'agit de pratiques répétitives des États.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette répétition de l'acteur étatique? Donc, ce sont des actes que l'acteur étatique va répéter. Alors, soit c'est les États qui répètent et qui vont répéter cette pratique-là, de sorte à ce qu'elle devienne coutumière, ou bien ce sont des démembrements de l'État. Alors, les démembrements de l'État unitaire, ça peut être, ce sont les collectivités territoriales. Les démembrements de l'État fédéral sont les États fédérés. Alors, ce sont des actions qui sont répétées, ce sont des pratiques qui sont répétées et qui vont devenir une norme coutumière. Ça peut être par exemple des déclarations répétées. Ça peut être aussi des actes qui sont répétés dans le temps. Des manuels, je ne sais pas moi, des manuels économiques ou des codes économiques qui se répètent, ou bien des codes de comportement économique, des pratiques de comportement économique qui sont, par exemple, des guides de bonnes pratiques qui vont être publiés par un ensemble d'États au sein d'une organisation internationale, bien qui vont être publiés par des acteurs, des États, mais les États vont s'auto-reprendre. Chacun va publier un peu les mêmes règles de bonnes pratiques, les règles minima de bonnes pratiques relatives à l'investissement, par exemple, l'imposition, la question des doubles impositions, etc. Et une fois que ces pratiques se font répéter plusieurs fois, donc là, on se retrouve devant la naissance, enfin l'existence déjà du premier élément coutumier qui est la pratique répétitive des États. Donc c'est un comportement c'est une pratique des États qui va se voir répéter. Alors, mais il ne suffit pas d'observer, en fait, il ne suffit pas de l'existence de cette pratique répétitive. Encore faut-il que cette pratique répétitive qui se répète dans le temps, qui se répète dans le temps, il faudrait qu'elle intègre la conviction par les États de suivre en fait cette pratique-là jusqu'à ce qu'elle devienne une obligation. On appelle ça l'opinio iuris. Il faut qu'elle soit captée par l'opinio iuris. Opinio iuris, ou bien ce qu'on appelle l'opinio juris. Alors, l'opinio iuris, une fois que la pratique répétitive des États s'est produite, c'est l'opinio iuris qui va capter cette pratique comme étant répétitive et qui va la canaliser comme étant une règle coutumière. L'opinio iuris, c'est ce sentiment de respecter une règle de droit en se conformant à la pratique. Alors, l'opinio iuris, c'est l'opinion des juristes, de grands académiciens, etc., qui vont observer cette pratique répétitive des États. Des pratiques répétitives des États, soit au niveau bilatéral, soit des pratiques répétitives des États au niveau régional. Parfois, ça va être des pratiques répétitives des États au niveau international. Et donc, une fois que c'est répété, elle a besoin d'un élément psychologique. Il faut que cette pratique soit acceptée comme étant une règle de droit, donc une règle obligatoire. Pour qu'elle soit acceptée, il y a un processus d'intégration de cette acceptation par l'opinio iuris, c'est-à-dire un peu l'opinion des grands juristes, académiciens, etc., qui vont capter cette pratique comme étant répétitive et donc comme étant devenue une règle obligatoire à partir du moment où cette pratique a été répétée, soit au niveau, je l'ai dit, au niveau local, au niveau plutôt régional ou à un niveau international, ou bien parfois même entre deux États, beaucoup plus localisé au niveau bilatéral. Alors, on a plusieurs arrêts en fait sur la coutume. Il y a eu d'abord un arrêt en 69 du plateau continental de la mer du Nord qui en fait nous donne des éléments sur ces deux éléments-là, en fait, qui expédient ces deux éléments, l'élément matériel et l'élément psychologique. L'élément matériel, pratique répétitive, l'élément psychologique, l'opinio iuris.
Ça a été aussi, il y a un deuxième arrêt aussi dans l'affaire Lotus, sur l'affaire de la délimitation du plateau continental. Euh, euh, C'était une époque, effectivement, c'était l'époque avant 45, avant l'existence des traités enfin du droit international et qui va délimiter la définition d'un État, d'un territoire, etc. Donc, dans ce plateau continental, il n'y avait pas de traité de délimitation de frontières entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Et pour régler ce problème, le juge de la CPGI, la Cour permanente de justice internationale, qui a existé avant la CIJ, s'exprime ainsi, dit que non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais ils doivent témoigner par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit. Alors là, il parle dans cet arrêt, ça c'est le premier niveau, c'est l'élément matériel. Le deuxième niveau, c'est l'élément psychologique, l'opinion iuris. En fait, je cite le juge dans l'arrêt de la CPGI, les États intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. Donc, d'où l'importance de l'opinion juriste. Il ne suffit pas de constater la pratique constante il suffit pas d'observer que les actes, les actes qui se sont organisés au cours du plateau continental entre l'Allemagne et les Pays-Bas, ce sont l'existence de ces actes-là. Il ne faut pas également constater, il ne suffit pas de constater que c'est une pratique constante qui s'est opérer dans cette région-là, mais encore faut-il que ces États aient intériorisé le sentiment de se conformer à l'équivalent de ce qu'on appelle une obligation juridique pour que cette coutume naisse, pour qu'une coutume naisse. Alors, la coutume, ce n'est pas un écrit, donc on n'a pas de caractère écrit. Elle est dans l'affaire Lotus. L'affaire Lotus renvoie vers l'idée des libertés des États. Donc les États sont souverains, les États sont indépendants, et le droit international régit donc justement dans l'affaire Lotus 1927, il va régir des rapports entre des États qui sont souverains, qui sont autonomes et qui sont indépendants politiquement. Alors, de par cette souveraineté, les États ont le droit de manifester leur volonté, soit cette volonté va se manifester soit dans des conventions, des traités, ou bien dans des usages qui sont acceptés généralement comme consacrant des principes de droit. Bien. Alors, cette pratique répétitive des États, elle induit en fait l'obligation pour les États qui l'ont précédemment respecté cette pratique et qui se sont toujours soumis à cette pratique au point où elle est devenue répétitive dans leur comportement. Donc pour ces États ont exprimé volontairement ils ont exprimé de façon souveraine leur volonté à répéter cette pratique. Et donc finalement, ils ont intériorisé l'effet psychologique de l'obligation de se comporter ainsi. Mais vous avez des États, par contre, qui ont toujours rejeté cette coutume tout simplement en se soustrayant à l'obligation d'exercer cette pratique.
pendant tout le temps, cette pratique répétitive était en train de se répéter, elle se formait pendant tout le temps où elle se développait. Donc pendant tout ce temps-là, des États ont volontairement refusé d'adhérer à cette pratique. Je vous donne un exemple. Une pratique coutumière, pour la reconnaissance d'un État à un autre, il y avait des pratiques coutumières qui faisaient, dans le cadre de la reconnaissance des relations économiques, l'envoi, par exemple, de délégations commerciales, échange de délégations commerciales, parfois aussi échange de consuls, échange d'ambassadeurs, de délégués diplomates. Mais parfois, certains États vont s'autoriser à avoir des relations soit diplomatiques, soit commerciales, en soustrayant à cette obligation qui était d'échanger des plénipotentiaires diplomatiques, commerciaux ou financiers. Alors, j'ai quelqu'un qui demande la parole. Oui. Et donc, du fait, donc ce sont des États qui ont décidé de se soustraire à cette pratique-là. Ils ont rejeté cette pratique-là. Et donc, pour eux, elle ne constitue pas une règle coutumière, alors qu'elle l'est pour d'autres États qui ont volontairement adhéré à cette règle, à cette pratique répétitive. Ils l'ont pratiquée, ils ont intériorisé l'obligation de cette pratique, et donc elle est devenue une règle coutumière. Bien. Alors voici donc la définition d'une norme coutumière. Elle est composée de deux éléments, un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel, il faut que l'État ait volontairement pratiqué et répété. Il faut que les États aient volontairement pratiqué et exercé et exercer cette pratique répétitive, et il faut en fait que cette pratique ait été intériorisée par les États comme étant une norme. Elle est devenue une obligation, donc elle fait partie du référentiel normatif. Et à ce moment-là, une opinion iuris aura capté cette pratique comme étant répétitive et donc obligatoire, ce qui va en fait développer l'idée de son caractère obligatoire. Donc voici un petit peu, en résumé, la deuxième norme, source du droit international économique, qui est la norme coutumière. La Cour internationale de justice aussi a parlé de doctrine, elle a parlé aussi d'une autre norme, qui sont les principes généraux de droit. Alors, les principes généraux de droit sont apparus à une époque où effectivement, elles ont accompagné les premiers prémices du développement du jusqu'au jazz, à une époque où effectivement le monde était composé entre des États westphaliens et puis des États, enfin, et puis le monde non westphalien. Avec l'apparition de l'État westphalien au XVIe siècle, XVIIe siècle, en Europe, l'Europe va se configurer en un ensemble d'États westphaliens qui vont entretenir entre eux relations à l'intérieur d'un système qui s'appellera le système westphalien. Alors, ce système-là, les relations entre ces États, les États vont coordonner des relations soit de paix, soit de guerre, soit de commerce, etc. Donc, ce sont des relations entre ces États-là. Et ces relations-là vont fonder ce qu'on appelle des normes. Ces relations-là vont produire en fait un ensemble de normes. Et ils vont établir ce qu'on appelle des principes généraux de droit tels qu'ils sont développés par les nations les plus civilisées.
Alors, civilisé, le terme civilisé renvoie justement au terme, à cette histoire de la construction de l'État westphalien, où l'État westphalien se réduisait au monde européen, occidental et particulièrement européen. Alors, tout ce qui était à l'extérieur du monde westphalien était considéré comme un monde non civilisé. Le terme civilisé renvoyait à l'idée d'étatiser. Le monde civilisé était le monde étatisé sous une configuration westphalienne, en fait. Là, je vous renvoie vers l'historique de la genèse de l'État moderne. Je vous renvoie vers la lecture de cette genèse et donc retour vers l'État westphalien. Excusez-moi. Alors, justement, à cette époque-là, le monde était décomposé en monde civilisé, donc civilisé dans le sens étatisé, un monde étatisé qui organisait en fait les relations entre ces interétatiques, inter-westphaliennes s'organisaient entre des États, soit c'était des échanges de paix, des échanges aussi de guerre, de conflits, par la force des choses, mais aussi des relations de partage, parce qu'ils échangeaient entre eux des flux différents, des flux commerciaux, des flux maritimes, etc. Maintenant, alors tout ce qui concernait l'extérieur de cette géographie-là relevait du non étatique, donc du non civilisé. Alors justement, sont nées à cette époque-là une règle du droit international qui sont les principes généraux de droit international tels qu'ils sont produits par les nations les plus civilisées, c'est-à-dire les nations étatisées. À une époque, effectivement, dans la construction du droit international, vous aviez des constructions qui n'étaient toujours pas étatiques, donc entre guillemets, qui n'étaient toujours pas civilisées dans le sens donné par l'article 38 de la CIJ. Donc le référence civilisé ici n'a rien à voir avec la définition du petit Robert ou littéraire de civilisé, mais civilisé renvoie à l'idée de l'étatisation de la structure. Est-ce que la structure est étatisée? Donc si elle est étatisée, ça veut dire qu'elle est civilisée. Tant qu'elle n'est pas étatisée, elle n'est pas civilisée, donc elle n'est pas apte à produire des principes généraux de droit. Bon, après, effectivement, après la construction de l'ONU, l'article 38, petit à petit, dans les années 60, les États souverains, donc les constructions étatiques vont se multiplier, effectivement, avec la naissance des souverainetés, des nouveaux États d'ailleurs, et puis aussi avec l'indépendance de beaucoup d'autres. Et avec cette agrégation des États au concert international, ces États-là vont participer aussi à produire ce qu'on appelle les principes généraux de droit international. Alors, qu'est-ce que c'est que les principes généraux de droit international? Ce sont des principes qui sont communs aux différents ordres juridiques internes, qui sont transposables dans l'ordre juridique international. Donc, ils vont procéder en fait, c'est un ensemble, les principes généraux de droit, c'est le patrimoine commun de tous les systèmes juridiques de droit interne. Alors, ce sont des principes qu'on va retrouver pratiquement dans tous les systèmes juridiques de droit interne. Autant les systèmes juridiques de droit interne démocratique, théocratique, autocratique ou autres, peu importe. Donc, ce sont des principes qu'on va retrouver partout. Donc, on appelle ça, c'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun de principes, en fait, qui appartient à tous les systèmes juridiques de droit interne des États, bien sûr. Alors, par exemple, parmi ces principes, ce patrimoine commun qu'on va retrouver dans tous les droits internes, alors partout, dans chaque pays, vous allez trouver un principe qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. Pardon. Le principe d'autorité de la chose jugée. Alors, le principe d'autorité de la chose jugée, c'est un principe qu'on va retrouver dans tous les systèmes de droit interne, laïque,
démocratiques, les systèmes non démocratiques, les systèmes autoritaires, les systèmes théocratiques, les systèmes plutôt où le champ religieux est très présent, etc. Alors là, vous allez trouver le même principe. Alors, puisque l'autorité de la chose jugée, c'est un principe qu'on va retrouver dans tous les systèmes juridiques de droit interne, il va en fait appartenir, il va constituer une norme internationale qui s'appellera principe général du droit international. Les principes généraux du droit international. Donc, l'autorité de la chose jugée fait partie des principes généraux du droit international à partir du moment où ce principe-là, on va le retrouver dans quasiment tous les systèmes juridiques de droit interne. Il y a aussi la réparation intégrale du préjudice. Réparation intégrale du préjudice, là aussi, c'est un principe général du droit. Voilà, donc ça, c'est la deuxième source du droit international. La troisième source, ce sont les actes unilatéraux des États. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte unilatéral? C'est un acte qui émane. Alors, vous avez les actes unilatéraux, vous avez deux catégories d'actes unilatéraux. Vous avez des actes unilatéraux qui émanent des États et puis vous avez des actes unilatéraux qui émanent des organisations internationales. Et dans les actes unilatéraux, vous avez des actes unilatéraux hétéronormateurs et vous avez des actes unilatéraux autonormateurs. Alors, les actes unilatéraux hétéronormateurs, ce sont des actes unilatéraux qui vont établir des normes vis-à-vis des tiers, hétérogènes, vis-à-vis des autres. Et les actes unilatéraux autonormateurs, ce sont des actes qui vont imposer des normes juridiques. Les actes unilatéraux autonormateurs, ce sont des actes qui vont imposer des normes juridiques où l'État va s'auto-imposer des normes juridiques. Alors, les actes unilatéraux, on a dit, il y a deux catégories, ce sont des actes hétéronormateurs, des actes autonormateurs. Alors, les actes unilatéraux sont des actes qui émanent, donc, on va commencer par les actes hétéronormateurs et autonormateurs unilatéraux qui émanent des États. Alors, les actes unilatéraux des États, ce sont des actes qui émanent de l'un des trois pouvoirs. Soit ils émanent du pouvoir exécutif, soit ils émanent du pouvoir judiciaire, soit ils émanent du pouvoir législatif. Quand est-ce qu'un acte, par exemple une loi, quand est-ce qu'une loi en fait va devenir un acte unilatéral d'un État? C'est à partir du moment où cette loi elle a des prolongements internationaux. Alors, les actes unilatéraux qui émanent d'un État peuvent émaner soit du pouvoir exécutif, d'accord, quand par exemple dans l'affaire des essais nucléaires 74, le chef de l'État dans un communiqué de presse avait déclaré que la France allait cesser de faire des essais nucléaires dans la région Pacifique. Et donc, le fait que quelques années après, la France a repris ses essais nucléaires, la France, en fait, a été tout de suite condamnée par les États riverains, Nouvelle-Zélande et Australie, parce qu'ils étaient partis du principe que la France n'avait plus le droit de faire des essais nucléaires à partir du moment où elle s'est auto-liée par un acte unilatéral autonormateur. La France, elle n'était pas, elle était autorisée par le droit international comme étant membre du Conseil de sécurité à faire des essais nucléaires, mais elle s'est auto-interdit. Elle s'est imposée une obligation, une interdiction de faire elle s'est créée des obligations juridiques qui est l'obligation de s'interdire le droit de faire des essais nucléaires. Elle s'est interdite toute seule ce droit. Elle s'est créée des obligations toute seule. Donc c'est un acte unilatéral autonormateur. Et le fait de s'interdire et d'annoncer aux autres, c'est une façon aux autres qu'elle va s'abstenir des essais nucléaires dans l'avenir. Alors donc c'est un acte qui ne concerne pas que la France, mais c'est un acte qui a un prolongement international. C'est vrai que la France se crée des obligations, juridiques,
par un acte autonormateur, mais ces obligations créées par la France sur elle-même, en s'auto-obligeant, la France, en fait, son acte, cet acte-là a un prolongement international. Elle produit des prolongements internationaux. Et donc, quand donc, soit que l'État, maintenant, il se crée, il va se lier, conformément à ces termes, il prend une position, donc il y a un effet obligatoire qui s'est imposé à lui-même, soit qu'il va lier les autres, soit qu'il y aura un acte hétéronormateur où l'État va lier plutôt les autres. Par exemple, quand un État va manipuler ces taux de change, alors cette manipulation-là, vous en convenez, elle a un effet, elle a des prolongements internationaux et ces prolongements internationaux vont lier les autres États. La décision, par exemple, de faire du billet vert la seule monnaie convertible par le chef d'État américain va mettre fin un petit peu aux accords de Bretton Woods des années 47 et puis de nouveau cet acte-là, cette décision de l'exécutif américain va avoir des prolongements internationaux sur le système monétaire mondial et désormais depuis les années 70 le dollar effectivement par un acte unilatéral hétéronormateur finalement le billet vert est devenu, le dollar est devenu la seule monnaie convertible depuis cette décision, depuis cet acte unilatéral de l'exécutif américain. Parfois, vous avez des décisions de justice, effectivement, qui vont devenir des actes unilatéraux quand il va y avoir des prolongements internationaux. Alors, après, vous avez des actes, ça, ce sont les actes unilatéraux d'un État. Mais les organisations internationales, comme étant des associations d'États, peuvent également avoir des actes unilatéraux. Alors, les organisations internationales, elles peuvent produire des actes unilatéraux qui sont contraignants, par exemple les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions du FMI, les résolutions de l'Union européenne, etc. Ça, alors, elles ont un caractère obligatoire. Donc, ce sont des actes unilatéraux producteurs d'obligations et aussi de droits. Mais parfois, vous avez des actes unilatéraux des organisations internationales qui sont sous forme de recommandations, qui sont pas des actes, qui sont des actes non contraignants, c'est-à-dire qui n'ont pas de caractère obligatoire. Alors, la tradition, c'est que la plupart des organisations évitent enfin, elles produisent très peu d'actes obligatoires, mais elles produisent plutôt des actes consensuels, des actes non contraignants, mais n'empêche que les États doivent les appliquer de bonne foi. Alors, ces actes non contraignants, ce sont soit des recommandations le plus souvent, sont des codes de conduite, par exemple les codes de bonne conduite vis-à-vis des investisseurs internationaux, ou bien les guides de conformité des organisations vis-à-vis des opérateurs économiques internationaux. Alors, un opérateur, pour qu'il soit étiqueté comme légitime en respect du minima des règles de bonne conduite, il faut qu'il publie son guide de conformité. Et dans le guide de conformité, vous avez plein de panels, un panel concernant la bonne gouvernance de la firme multinationale, un panel qui concerne la lutte contre la corruption, le panel des marchés, le respect des marchés, non, pas de corruption dans les marchés publics, etc., la transparence, les comportements écologiques, le respect des comportements dans l'exploitation, par exemple, de la main-d'œuvre mineure, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est un premier niveau. C'est le niveau des actes unilatéraux qui sont non contraignants. Et puis, vous avez des actes unilatéraux des organisations internationales qui sont contraignants. Alors, si vous avez des questions, je vous attends un peu sur le chat pour que je puisse avancer.
Bien. Alors, voilà, donc ça, ce sont les unilatéraux des États. Puis après, vous avez une autre source du droit international économique, d'ailleurs, qui est assez développée, parce qu'elle est assez fluide. Ce sont les actes concertés. Vous avez les sources de tiers ordre, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les actes concertés. Alors, les actes concertés qui relèvent des États, bien sûr, qui relèvent de l'informalisme. Et puis, vous avez des actes déclaratoires des États qui n'ont pas l'autorité, qui ne coulent pas dans un moule juridique d'un traité international, mais ce sont des actes euh, euh, qui ne sont pas formalistes, mais ce sont des actes qui vont avoir, qui vont engager les États. Alors c'est très souvent, c'est très développé actuellement. Certaines grandes décisions en fait et certains grands principes juridiques ne vont pas couler, et puis certains grands accords entre les États, ce qu'on appelle les gentlemen's agreements, euh, sont des actes, sont des accords, mais qui ne sont pas conventionnels. Ce sont des accords non conventionnels parce qu'ils ne répondent pas aux procédures qui sont prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les gentlemen's agreements, ce sont des accords concertés entre États, mais qui ne coulent pas dans un moule conventionnel. C'est par exemple le cas tout de suite après une réunion du G20. Les États n'ont pas le temps de rédiger des traités internationaux autour des règles auxquelles ils se sont convenus. Et donc, un seul communiqué de presse post-conférence du G20 peut avoir un communiqué de presse d'ailleurs qui est oral, qui ne coule pas dans un monde écrit ni juridique, etc. N'empêche que ce communiqué oral, aussi informel soit-il, n'empêche qu'il a une grande autorité et il remporte des engagements, il a le même effet que les engagements conventionnels sur les États. Les États sont tenus de respecter et de tout mettre en œuvre pour respecter de bonne foi cet engagement oral qui n'a pas eu le temps de couler dans un moule conventionnel et qui a quasiment la même valeur juridique d'un traité à partir du moment où le traité fait partie du hard law, alors que les gentlemen's agreements, les actes informels concertés, font partie du soft law. Donc, vous avez toute une panoplie d'actes concertés informels. Là, je vous inviterai à faire des recherches sur cela. Et puis, la séance prochaine, si vous avez des questions, vous me les mettez sur le chat. Je vous inviterai la séance prochaine à faire des petites recherches, des petites lectures sur tout ce qui est actes concertés informels des États. Alors, tout ce qui est, ou bien les accords concertés informels des États, ou bien les gentlemen's agreements. Tout ça, ce sont des formules modernes, contemporaines, d'accords qui n'ont pas le temps, vu l'accélération de l'histoire des relations internationales économiques, qui n'ont pas le temps de couler dans un moule conventionnel. Il y a aussi une troisième catégorie, par exemple les actes, les accords aussi informels, ils peuvent être très très rapides. Hein. La vitesse d'un accord informel est très très courte par rapport à la vitesse de la conclusion d'un traité international. Les traités internationaux, certains traités, pour être conclus, ont besoin de plus de 20 ans. Certains accords informels, concertés informels, gentlemen's agreements, ils peuvent se conclure en quelques minutes. Exemple, lorsque le directeur du FMI va par un coup de téléphone s'accorder avec le président, par exemple, d'Indonésie sur le déblocage de la troisième tranche du PAS, du programme d'ajustement structurel, vis-à-vis de cet État, c'est un accord qui s'est fait après quelques minutes de discussion par téléphone. Et l'accord est né.
sans être capté par un écrit ou par une mesure conventionnelle, formelle, quelconque. Parce que justement, l'histoire, les relations, enfin le droit international économique est un droit qui est très allergique au formalisme et qui a besoin de normes qui répondent au triple impératif qui est l'efficacité, la technicité et aussi la rapidité. Une norme, elle doit être très efficace, technique et surtout extrêmement rapide. Puis vous avez il y a beaucoup d'exemples effectivement sur ces normes qui sont extrêmement informelles, mais qui supposent des engagements internationaux au même titre qui vont solliciter les mêmes engagements de la part des États internationaux, de la part des États que les traités internationaux.